Aujourd'hui, via Skype, je m'entretiens avec le major Mathieu Primeau. Major Primeau est toujours au sein des Forces armées canadiennes et nous parle de son rôle qu'il a joué en 2009 lors de la mission en Afghanistan. Major Primeau, merci beaucoup de nous accorder cette entrevue. Ça me fait plaisir. Alors, comme vous pouvez le constater, on est via Skype. Donc, excusez-nous si jamais il y a des petits lags. Mais, Major Primeau, je tenais vraiment à vous recevoir aujourd'hui en entrevue parce que vous avez quand même joué un rôle important en 2009. Mais juste avant d'en parler, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené à vous enrôler au sein des Forces armées canadiennes? C'est vraiment les opportunités que ça présentait qui m'ont convaincu à m'enrôler. Mon père a une influence là-dessus aussi. Il identifiait à quel point il voyait les bénéfices de la pension. Lui, il venait de prendre sa retraite, donc il disait hey, l'armée, là, ça te donne une vraiment bonne pension dans 20 ans. Puis il me rappelait souvent, lui, comment il avait fait certaines décisions qu'il avait regrettées par la suite au début de sa carrière. Donc, ça m'avait inspiré un petit peu. Je me suis renseigné beaucoup au centre de recrutement, regardé les métiers. J'avais fait des cadets aussi, donc j'avais l'impression que je savais un peu dans quoi je m'embarquais. Puis j'avais le goût que ma vie soit une aventure, si on veut, que ça soit pas une job de 8 à 4. Je savais déjà que j'étais allergique à ce genre de vie-là. Alors, c'est pour ça que je me suis enrôlé. J'ai pris une chance d'avoir des opportunités intéressantes qui se présentent sur mon chemin. Et quels étaient vos plans de carrière à l'époque? Quand je suis rentré dans ma tête, et je le réalise maintenant, ça, ma philosophie était de devenir un bon gestionnaire. C'est l'exemple que j'avais eu, encore une fois, par mon père. C'est l'idée que j'avais de ce que c'était d'être patron. Puis pour moi, un officier, c'était un patron. Là. Je le voyais pas comme meneur dans les armes de combat à ce moment-là énormément. Alors, mon objectif de carrière, si on veut, c'était de devenir un bon patron, quelqu'un pour qui les gens veulent travailler avec, et puis avec un peu de chance, avoir un impact positif sur l'organisation qui me sentir utile. C'est avec les années que j'ai raffiné ça pour réaliser, si on veut, que le rôle était beaucoup plus gros que ça dans l'armée. Hein. On a un rôle de leader, là, c'est le terme anglais, mais certainement meneur, qui est bien différent d'un gestionnaire. Mais initialement, là, dans ma tête, je voyais la gestion comme étant mon intérêt. Et dites-moi, en 2009, lors de la mission en Afghanistan, le 5e RGC, basé à Valcartier, a subi les plus lourdes pertes depuis la guerre de Corée. J'aimerais que vous m'en parliez parce que vous avez joué un rôle très important et un rôle qui, j'en suis persuadée, vous est toujours là sur votre dessus de l'épaule là, à chaque jour. Oui, c'est le rôle que j'avais m'a fait beaucoup apprendre. C'est ça la logique. Bien des années après et encore aujourd'hui, ça me permet d'être meilleur dans mon travail. En bref, en 2009, j'étais un capitaine et puis une de mes tâches au niveau du régiment était de faire la coordination des incidents critiques. Alors, un incident critique, pour les gens qui sont un incident pour une raison ou une autre, ou décèdent au combat, ou pas au combat, mais un incident lié à la mission. Et donc, il y a un processus qui, dépendamment du cas, s'engrange, là, qui implique énormément de personnes et d'intervenants, autant sur le théâtre d'opération, donc à l'époque là, en Afghanistan, qu'à Ottawa, au quartier général, et entre chemins, et le répatriement, et les soins médicaux et tout ça. Puis mon rôle était la coordination d'un grand nombre de ces acteurs-là, pas tous, et surtout, après ma barre, la coordination de l'annonce à la famille, qui est généralement faite par l'officier commandant, le commandant de l'unité. C'était pas moi en général, là, sauf quand on a eu des surprises, qui faisait l'annonce aux familles. Puis supporter la famille au moment des incidents du mieux qu'on peut selon plein de protocoles, mais aussi selon le plus d'humanité qu'on peut, là, le faire de façon logique. Ça, c'est un défi qui est bien particulier. Parce que, rappelons-le, on a eu des pertes quand même importantes, on le disait, 11 blessés graves, 6 décès. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans ce rôle-là? Parce que vous aviez à vous occuper des funérailles, vous aviez à accompagner les familles aussi, mais vous pensiez aussi à vos amis qui étaient restés là-bas. Est-ce qu'il y avait une sorte de culpabilité à travers? Non. Non, c'est surprenant. Je suis une personne assez émotive, mais quand il est venu la gestion, d'un, j'étais très bien formé. On avait fait plein de
de mise en situation, de comment on allait gérer ça, comment on allait voir ça, avant même que ça arrive, moi, avec l'équipe de commandement du régiment. C'était quand même détaillé puis bien fait. Fait que j'avais eu le temps de réfléchir puis mûrir puis voir ça venir un petit peu. On s'y attendait. Aussi, peut-être que c'est mes traits de personnalité à moi, là, je l'ai appris sur le coup, mais aux fins de sympathie et d'empathie, en tout cas, j'ai été content d'être capable d'assez bien séparer ça pour vraiment être professionnel. Le défi est avec les familles, surtout les familles que je connais. Parce que, puis les échecs, hein, pas les échecs, mais les erreurs, parce que j'en ai fait plein d'erreurs. Pas trop, là, mais j'en ai fait. Puis les erreurs ont beaucoup d'impact au niveau humain. Hein. Des fois, c'était la façon qu'on faisait le suivi avec une famille alors qu'on pensait que la blessure était mineure. Puis tout d'un coup, la blessure était énorme. Le membre appelle la conjointe et puis au plein milieu de la nuit, par exemple. Puis il y a un stress incroyable qui est là. Puis nous, on n'est pas là, puis on n'a pas fourni le soutien parce que on l'avait pas vu venir, on n'était pas quoi. Ça, c'est la partie difficile. C'est les erreurs qui sont venues avec ça parce que c'est pas juste une erreur papier. C'est une erreur qui affecte toute la famille d'un soldat qui, à travers des événements là, exceptionnellement dramatiques et difficiles pour tout le monde. Et vous parliez justement des moments, que ce soit dans la nuit, ou donc vous deviez être alerte à tout moment de la journée. J'imagine que ça avait un impact au sein de votre famille. Oui, c'était une période particulière. Alors moi, à ce moment-là, ça fait déjà une quinzaine d'années que j'étais dans l'armée. Ma femme avait été bardassée, pour dire le bon mot, ici en Angleterre. On a déménagé beaucoup, là, 11 fois en 20 ans, 7 depuis que je suis marié, je devrais dire, donc 7 dans les 13 dernières années. Alors, elle était bien tannée, elle, d'avoir à changer de job tout le temps, puis elle était très qualifiée dans plein de métiers. Alors, elle était en train, dans le processus de rentrer dans l'armée elle-même. Alors, souvent, elle n'était pas à la maison, elle était partie. On venait d'avoir une fausse couche. On rêvait depuis longtemps d'avoir un enfant. On avait une maison proche de la base, mais elle était vide. Et d'ailleurs, j'ai tellement pas été à la maison pendant cette période-là que j'ai pas assez chauffé ma maison. Il a fallu que j'en place toutes mes fenêtres. Parce que quand on avait un appel, quand il y a un appel qui est généralement en plein milieu de la nuit, le BlackBerry sonne, et je disparaissais pour une semaine. Peu importe ce que j'avais dans ma vie, là, je m'installais dans la salle de conférence de l'unité pour vraiment être disponible, pour supporter toute l'équipe, pour répondre aux questions, puis supporter le commandant, puis ultimement donc la famille ou les familles là-dedans. Puis c'était un stress quand ma conjointe était là et quand ma conjointe était pas là, dans le sens où j'étais pas à la maison m'occuper de rien, ou quand elle était là, elle me voyait disparaître, hein, puis elle savait que c'était un de nos amis, nos connaissances, quand BlackBerry sonnait. Là. Je vous dis que pendant longtemps après, elle voulait pas entendre le BlackBerry sonner en plein milieu de la nuit. Hein. C'est un stress. Mais à ce moment-là, comment on priorise nos tâches? Comment on gère notre horaire pour faire en sorte que notre famille ne soit pas trop brimée à travers ce rôle-là que vous aviez à jouer? On travaille en équipe. J'avais une équipe fantastique. J'avais la confiance de mon boss, 100 000 à l'heure. Le commandant était quelqu'un qui me faisait confiance, qui me laissait aller, qui me donnait son intention, puis je pouvais rouler avec ça. J'avais des adjoints, tout le monde était prêt à aider. C'est surprenant qu'est-ce qu'on peut accomplir quand on a une équipe solide comme j'avais à ce moment-là. Et puis, c'est ça. On avait tellement pratiqué aussi, je vais vous le dire, je vais le répéter encore, parce que c'est un autre élément de la clé, qu'on savait qui allait faire quoi dans tous les cas, qui allait planifier les funérailles. Et on avait mis notre meilleur là-dessus. Il était fantastique, l'adjudant qui planifiait les funérailles et tout ça. On avait des gens pour nous aviser en tout temps aussi. Il y a des gens qui étaient là, disponibles pour moi si j'avais besoin, j'avais des questions sur qu'est-ce que je devais faire. Donc, c'était pas si difficile au niveau de la charge de travail. C'était de gérer les émotions des autres, qui est particulier. Parce qu'il y a un élément là-dedans où on assigne des officiers désignés. Ça a changé de nom maintenant, mais à l'époque, on les appelait des officiers désignés. Je crois que maintenant, le terme, c'est officiers assistants, qui ne sont pas nécessairement des officiers. OK? N'importe quel grade, c'est juste un titre, qui vont supporter la famille au niveau particulièrement administratif ou pour d'autres besoins pendant tout le processus de rapatriation, les funérailles et même après souvent. Alors, ces gens-là ont le défi énorme, bien pire que moi. J'avais de lâcher leur famille, de lâcher leur vie et d'aller comme ça avec une famille qu'ils ne connaissent pas au moment d'un traumatisme incroyable, un drame impossible à mesurer, puis essayer de donner leur énergie, leur calme, leur support et leur connaissance à cette famille-là pour gérer tout ce qui se passe en même temps. Ça, c'est énorme. Ces gens-là, pendant ce temps-là, on en avait 27. Au total, on a eu 27 officiers assistants qui se rapportaient à moi pour l'assistance. Fait que le défi, c'était plus de voir comment ils allaient, m'assurer qu'eux n'étaient pas en train de se brûler, et puis de savoir là, quand c'était le temps de prendre une pause, de changer, ou
cette genre de logique-là à 26 ans que j'avais à l'époque, là, c'était un pas pire défi. En effet, vous étiez quand même jeune. Et vous, qui s'occupait de vous? L'équipe encore. Le commandant avait toujours un œil. Elle me demandait comment ça allait, etc. C'était... il y a toujours dans l'armée cette logique que ça fait partie du travail, donc fais ton travail, mais heureusement, ce commandant-là, particulièrement, n'est pas du tout de cette logique-là. Alors, puis j'avais accès à des ressources, moi aussi, j'en ai toujours eu. D'ailleurs, après, pas de gêne, j'ai consulté pour essayer de comprendre un petit peu les choses que j'avais pas comprendre et rationaliser tout ça. Là. On est quand même très bien supporté quand on a des problèmes. C'était la confiance. La clé, là, c'était que les gens me faisaient confiance et que si j'avais des questions, j'avais quelqu'un qui allait m'aider et me répondre. Et qu'est-ce que vous avez appris de ces moments-là, de ce retour de mission-là de l'Afghanistan en 2009? Ça a renforcé la différence entre être un gestionnaire et être un leader. C'est bien beau, moi j'ai plein d'études, l'armée m'a doré de plein d'opportunités d'apprendre sur le militaire, sur mon métier. C'est un métier très technique que je me suis spécialisé, etc. Mais il n'y a rien qui remplace le caractère. On a beau là, avoir 6 doctorats, quand on est un officier dans l'armée, il faut être un bon leader. Et pour être un bon leader, il faut savoir quand c'est le temps, comment gérer nos émotions, comment gérer le personnel, comment avoir cette intelligence émotive, si on veut, je ne sais pas si c'est un terme en français qui fonctionne bien, là. Mais pour voir comment les autres gèrent les événements qui se passent, puis savoir les mener pour atteindre le meilleur objectif sans les brûler, sans abuser, savoir être à l'écoute, dans le fond. Ça, c'était un de mes défis, être à l'écoute des gens. Et l'écoute, c'est l'observation. Des fois, c'est d'y donner le temps, c'est d'être patient, ce qui n'est pas généralement dans mon tempérament. Alors, c'est toutes ces choses-là. Je pense que c'est mon caractère qui a été développé par-dessus ça. Et la réalisation, par-dessus tout, que c'est une vie de service qu'on mène. C'est pas, en anglais, on dit it's not about us. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est pas moi le centre de ça. Ce qui est important, c'est ce qu'on réussit à produire pour le gouvernement, donc pour la population canadienne, et le faire le mieux possible avec notre personnel. Major Primeau, dites-moi, comment on peut demeurer terre à terre après ces événements-là? Je pense qu'on devient plus terre à terre. Parce que tout d'un coup, c'est vrai, hein, c'est réel. Oui, on a eu des décès là, dans l'opération, on est entraîné évidemment, puis on simule les décès autour de nous. Mais là ça nous touche. Tu sais, j'ai eu un très bon ami qui est décédé à ce moment-là, un commandant d'escadron, donc je connais la famille, puis ça me semble très réel. Puis je pense que ce que ça a changé en moi, c'est une réalisation que c'est pas un jeu, tu sais. Je le savais bien, là, je prenais mon travail au sérieux, mais c'est pas un jeu. C'est important qu'on soit bon. Puis si l'armée est pour me faire progresser dans les rangs, puis mener encore plus de soldats, c'est important que je comprenne bien ce que ça représente d'être un leader, puis que je fasse un bon travail. Puis ça m'a fait réaliser, moi, personnellement, là, ça c'est plus unique, que c'est important de supporter nos familles militaires, c'est pas juste des paroles en l'air, les familles militaires. C'est essentiel. Hein? Les gens quittent l'armée parce que leur famille leur dit qu'ils sont écœurés en général. C'est la raison numéro 1. Mais pas rien que ça, c'est ça le pilier en arrière qui fait en sorte que le militaire est capable d'en faire autant au nom du service pour le Canada. Puis après ça, j'ai pris des mesures par rapport à ça. Je me suis porté volontaire beaucoup dans les centres de ressources de famille à Wainwright. Je suis devenu directeur du conseil là-bas. Encore aujourd'hui, j'essaie de m'impliquer pour que supporter nos familles soit pas juste une ligne qu'on donne dans une présentation, mais soit vraiment concret, puis soit vraiment applicable à nos soldats. Vous avez tout à fait raison, Major Primeau, c'est très important. Dites-moi, aujourd'hui, est-ce que vous avez encore des images de ces événements-là qui vous hantent? Non, il y a une chose qui est comique. Non, pas d'image. J'ai une chose qui est particulière que je n'ai pas encore compris. J'ai encore de la misère à parler avec la conjointe d'un de mes amis qui est décédé là-bas. Je viens tout le temps mal à l'aise et pourtant je la connais depuis longtemps. Mais tu sais, comme tout le monde, je pense, quand ça arrive ces choses-là, des fois on a de la misère à trouver les mots, hein, complètement. Mais c'est comique pour moi parce que même si j'essaye à peu près à chaque année à l'anniversaire du décès, j'ai pas rien d'intelligent à dire. Fait que je dis rien. Et est-ce que vous avez changé vos priorités? Aujourd'hui, Major Mathieu Primeau, est-ce qu'il y a les mêmes priorités qu'il y avait en 2009? Entre-temps, j'ai eu une petite fille, fait que c'est certain que mes priorités ont changé.
Côté famille, je prends ça plus à cœur. Je vous dirais que pas drastiquement. Ça n'a pas été un élément qui a vraiment changé mes priorités, sauf la réalisation, continuer d'apprendre tout le long de ma carrière comment être un meilleur leader et critique. C'est ce qui est le plus important au niveau militaire, là, évidemment, après ma famille, etc. Et puis c'est quelque chose, puis supporter les familles, comme j'ai dit. Je pense, s'il y a un catalyste, là, c'est le support aux familles militaires. Il a fallu que j'apprenne par la suite, mais je m'y suis commis, je suis encore très commis. Le temps que je vais être dans l'armée, c'est quelque chose qui va vraiment me tenir à cœur. Il y a une femme d'ailleurs, qui était la première femme à occuper un poste de commandement de régiment des ingénieurs, au Canada. Parlez-moi de cette femme qui a quand même marqué cette année-là, en 2009, puis peut-être même un peu après. Toujours. Oui, c'est un leader exceptionnel. Vous savez, moi, ce qui s'est produit dans les 2 dernières années, c'est que je suis allé aux États-Unis dans un cours pour étudier le leadership. Puis c'est intéressant parce que à chaque fois qu'on étudie la théorie en arrière, moi, mon cerveau fonctionne que j'associe à des gens, je me rappelle, c'est pour ça qu'elle faisait ça. C'est pour ça qu'elle agissait comme ça. Et puis, j'en suis venu à un consensus dans ma petite tête, là, que sa force incroyable, c'était de la confiance qu'elle développait avec le personnel, comme j'ai dit plus tôt. Puis aussi, elle était capable d'avoir cette confiance-là réciproque, parce que c'est réciproque, là. Il faut que je lui fasse confiance pour qu'elle me fasse confiance et vice-versa. Mais elle l'avait parce qu'elle était extrêmement crédible. Elle avait un grand courage moral et un grand courage physique aussi, là. Mère de 4 enfants. Elle y allait en Afghanistan, elle faisait les patrouilles avec, elle les appelait ses gars dans le temps, là, mais on s'entend qu'il y a des gars et des filles en régiment, il y en a plein, là. Mais avec les soldats du régiment, elle était très, très impliquée. Alors les gens la trouvaient un leader de très bonne référence comme leader. Elle savait faire travailler les gens avec elle, puis tout le monde voulait travailler avec elle. C'était toujours agréable, c'était toujours productif, calme, et toujours dans le respect. Ça, c'est quelque chose qui est pas toujours été dans ce régiment-là. Il y a eu des périodes où c'était un petit peu plus rough. Les vieilles cultures militaires, où on était peut-être un peu plus difficile avec nos gens, à les juger rapidement pour leur performance. Elle voulait rien savoir. Tout le monde méritait la dignité, le respect. C'était quelque chose qui créait une atmosphère de travail extrêmement agréable et probablement critique là, pendant toutes ces périodes-là où on était très, très occupés. Et maintenant, Major Primo, vous êtes toujours au sein des forces. Comment vous voyez votre carrière? Quels sont les objectifs à court terme et à moyen terme? Franchement, j'essaie juste d'être un meilleur patron que je peux être, le meilleur leader au quotidien. Appliquer ce que j'ai appris, c'est important pour moi. Puis, à long terme, là, je vois ça aller. Tant que je me sens utile à l'équipe, je suis heureux. Tant que j'ai pas l'impression que je perds mon temps, moi, ça va, je vais rester dans l'armée présentement. J'ai pas du tout l'impression que je perds mon temps. Je travaille dans une excellente unité, puis au quotidien, là, je me sens utile, donc je suis très heureux. Major Primo, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Merci aussi d'être ici présent pour les Centres de la famille. On sait que oui, ils en ont besoin. On les a reçus ici en entrevue et là, ils font un travail extraordinaire. Merci d'être là pour les supporter. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Merci, Major Primo. Je m'entretiens avec M. Raymond Hunt, 100 ans, un vétéran des Forces armées canadiennes. M. Hunt nous parle de son arrivée dans les Forces armées et surtout de ses 2 frères prisonniers des Japonais. Mr. Hunt, thank you very much. You're welcome. Tell us, when did you decide to serve in the Army? Oh, I just forget what age I was. I served the Army. Yeah. You trained for the Army? Yes, I trained the Army. When was it? Oh, I just forget what year it was. But I trained there. Yeah. They used to give me a gun. I had to walk to one corner of the building to see if there was any enemies coming in. Then you meet one guy there,
you take your place, and I keep it going to the other corner. You're like that all day. Yeah. You served in Hong Kong? No, my brothers. Your brothers served. My brothers. There's Arnold. The three brothers. Arnold and Hector. No, two brothers in Hong Kong. Arnold and Hector. They were prisoners there. The Japanese took them prisoners. Yeah. They were prisoners for a long time? Oh, a good many years. Yes. Anyway, they let them free. At the end of the war? There was one Jap. He hit one of my brothers on the back with a big stick. Anyway, there was one Jap used to take care of them. He liked them. He used to bring them feed and everything. He liked them. But the other Japs, they try and kill them. Anyway, they got free. Yeah. They got free at the end of the war. Yes, they come home. My mother prayed for them to come back. They come back. Did your parents worried about you? Pardon? Did they worried about you going into the army? So they didn't worry about me going. I like to go and work, and I went. So I used to the men with the I forget the names, all brass buttons and everything. Yeah. So they give me the job doing that, trying the buttons, and they had clothes. They had washed, and they give it to me to iron them. I do all that, iron their clothes and shine their buttons and do all that for them. Where were you stationed? I just forget where it was now. I can't remember the place. I know it was An army base? army place, yeah. I just forget which place. Anyway, I did all that work for the men. The shine the buttons, and they give me the pants, press their pants and all that. Shirts, their shirts, press their shirts and that. Yeah. How many years did you serve? Oh, I just forget. There was a good while there, but I forget how many years. Just forget. Yeah. And then I finished there. I come home. Yeah. I come home. Monsieur Hunt nous raconte l'épisode d'un ballon-sonde qui a toutes les allures d'une petite histoire d'espionnage. They sent a balloon, and they phoned, and I was up on the tower, and they asked me to watch to see if the balloon passed there. So
So I seen the balloon passing. So past the tower, and it fell not far from there. Now, Was it a surveillance job? pardon? Was it a surveillance job that you did? I don't know. They sent it. I don't know who it was. They asked me that. I think it was from down New Brunswick somewhere. Anyway, it fell. So, my brother-in-law was hunting one day. He shot a partridge. So went in to pick up the partridge. He found that. Well, about this long there, and about that round, and a little radio pole on it. It must have been for the top. I picked it up. They got it here somewhere yet, or my brother just here. It's about that round, and all white, like white light around it, and a little pole on it. Yeah, Like this one. yeah, like that. Yeah. So there were somebody somewhere was spying. Must have been. There must have been. I don't know. They sent me. I don't. Do you remember the year? Oh, I forget the years. Quite a long time ago. Okay. Yeah, that's quite a long time ago. That. Nous sommes en août 2017, à quelques jours du 101e anniversaire de M. Hunt, dont la joie de vivre ne fait aucun doute, comme en témoigne cette chanson. And now today you are 101? There now I'm 100. You're 100. Yeah. Congratulations. August the 25th, well, I'll be another year older. August 25th, 1916. I'll be older again. Getting older all the time. I'm getting old. But you know exactly what you're talking about. Yes, Yes. I can sing and everything yet. You can sing? Oh, yes, I sing all kinds of songs. Would you like to sing something? Pardon? Would you like to sing us something? Oh, if you want to hear a song, I'll sing a song for you. Go ahead. Hey, Go ahead. wait a minute. One Sunday I fell fast asleep, and I dreamt of the greatest creature. What excuse could I make on that journey to take for the view of everything Scotland? I saddled my horse, and away I did go. And how many miles did I roam till I came to the place where she stood in the door, but she's only a labourman's daughter. Thank you very much. I saw you but once in my life, and I seemed to a dream that I seen you. And as I gazed at your dark rolling eyes, I'll hope that you'll never deceive me. Deceive me, said she, please what do you mean? Did you only come here for to try me? But if I'm poor, you will find me no fool. I'm only a labourman's daughter. A fool unto you
that never should be. I will make you the lady of honor. Have served at all for the weight of your call. Have roses and land to maintain you. Thank you very much. I'm not sure that any one of us will either turn 100 or be able to sing at that age. Mr. Hunt, I thank you very much. Aujourd'hui, je m'entretiens avec M. Gervais Geoffrey. M. Geoffrey est le fondateur québécois du programme Les Eaux curatives. Cet organisme vient en aide aux vétérans via la pêche. M. Geoffrey, bonjour, bienvenue à l'émission Sur la ligne de combat. Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir. Monsieur Geoffrey, vous êtes le fondateur du projet Les Eaux curatives. Parlez-moi de comment c'est venu cette idée-là de fonder cet organisme-là. Bien, fondateur ici au Québec, oui. Comment est-ce que ça m'est venu? Première des choses, moi, je suis un amateur de pêche à la mouche. J'ai appris à faire mes mouches, j'ai toujours pêché à la mouche. Puis à un moment donné, j'avais une connaissance qui s'occupait d'un programme pour les jeunes dans les écoles. Puis ce que j'ai voulu lui aider, vu que j'étais connu dans le monde de la pêche, puis j'ai dit, je vais t'avoir quelques cannes à pêche pour les jeunes. Fait qu'en écrivant à quelqu'un que, première des choses, je ne la connaissais pas la personne, mais je savais que un peu là, qui pouvait aider. Elle me mis en contact avec le président à ce moment-là, en 2010, de M. Kerry Pitt, qui était à Edmonton, en Alberta, que lui, il cherchait du monde justement pour partir un projet similaire au Québec. Fait qu'après plusieurs échanges, courriels, téléphones, tout ça, j'ai commencé à étudier le programme pour m'apercevoir qu'il existait depuis 2005 aux États-Unis. Ça fait que ça a parti à Washington, à l'hôpital militaire de Walter Reed à Washington. Mais déjà, ce programme-là s'adressait aux militaires, aux vétérans. Oui, militaires et vétérans, pour justement les sortir de l'hôpital à ce moment-là. Parce que au niveau de l'armée américaine, ils ont plusieurs hôpitaux encore militaires très actifs, avec beaucoup de militaires qui sont là de façon permanente. Ici au Québec, on avait l'hôpital Sainte-Anne, où est-ce qu'il y avait les anciens combattants de la 39-45 puis de la Corée, mais aucun jeune en tant que tel. Parce que ici, le militaire, quand il est blessé, surtout avec les dernières missions qu'on a faites avec l'Afghanistan, quand le militaire était blessé, il était placé dans les hôpitaux civils. Quand il y avait beaucoup de demandes quand même, avec le post-traumatisme, il était déjà commencé à être reconnu très fort. Alors, il y avait une demande de quelque chose. Moi-même, revenant de l'Afghanistan en 2007, quand j'ai fait 2007-2008, j'avais besoin de sortir, m'évader, de faire le vide, puis tout ça. Ça fait que j'allais à la pêche à la mouche. Puis quand, en étudiant le programme que Kerry Pitt m'avait proposé, puis en étudiant, moi, en regardant ce que je faisais, puis le programme, je disais, oui, c'est vrai, ça va marcher ici au Québec. Fait que pendant un an de temps, j'ai tout traduit ce qu'il y avait, parce que c'était tout en anglais, parce qu'ici au Québec, il faut l'avoir en français, naturellement. Alors, j'ai traduit la brochure explicative du programme, j'ai travaillé beaucoup sur la traduction, puis je me suis fait aider par plusieurs amateurs de pêche que je connaissais dans la région de Québec, dont des membres du Casting Club de Québec. Au début, quand j'ai commencé, j'avais M. Benoît Renaud, qui était un des membres du Casting Club, M. Alain Pagé, qui est un ancien professeur, qui a fait un programme, lui, avec les étudiants de son école. Ensuite de ça, j'ai eu M. Pierre Gosselin, qui est venu me donner un coup de main, dont sa fille, elle était pas physiothérapeute, mais kénothérapeute avec la base. Fait qu'avec ça, avec ce petit noyau de personnes-là, on a commencé le programme. Au début, on donnait une formation par année. Ça veut dire qu'on commençait au mois de mai, puis au mois de juin, on finissait. Ça fait qu'on donnait, la première année, là, on a fait juste les cours de lancer, suivis d'une sortie, 2 sorties en lac ordinaire, puis une sortie à Forêt-Montmorency.
Disons que la réussite était bonne, mais c'était quand même mitigé, vu qu'on n'était pas encore fonctionnel à 100%, si on peut dire, là. Suite à ça, on a regardé nos affaires, on a inclus le montage de mouches. Là, j'ai commencé à suivre réellement le programme initial, le montage de mouches, les cours de lancer. Puis encore là, c'était la deuxième année, en 2012, on a fait la même chose. Au mois de mai, on a commencé, on a fait les cours de montage, le cours de lancer, puis une coupe de sortie, puis on a fini avec la forêt Montmorency. Là, on a eu la réponse là, à nos questionnements, ça veut dire comment que ça a été, puis tout ça. Ça a été là, formidable, la réponse des personnes qui ont participé la deuxième, on pourrait dire la deuxième brassée, là. Oui. Eux autres, là, réellement, là, les réactions étaient bonnes, puis il y avait une demande, on voyait qu'il y avait une demande pour à long terme. 2013, on a essayé au lieu de partir au mois de mai, on a essayé de dire on va essayer de partir ça au mois de décembre ou janvier pour voir s'il y a un intérêt. Là, peut-être qu'on s'est peut-être mal pris, mais quand même, ça bulbitait, là, ça boitait un peu. Rendu en mai 2013, là, ça a bien été parce que là, le monde était habitué. Fait que là, la gang, là, ça a commencé. Puis en 2014, bien là, ça a débuté là, en septembre 2014, aller jusqu'à aujourd'hui. On a des rencontres hebdomadaires, puis on a des cours de montage de mouches, on en donne peut-être 3 à 4 par année. Les cours de lancer, on en donne 1 par année, mais si on prend tout le monde puis on donne ça. Malheureusement, on ne peut pas tout emmener le monde tout le monde en même temps, mais on s'organise pour essayer d'avoir des activités pour amener le plus de monde à la pêche possible l'an dernier. Puis c'est combien, là, un groupe, ça peut représenter combien de personnes? On était dans un des derniers, pas le dernier voyage, l'avant-dernier voyage, on était, je veux dire, à Forêt-Montmorency, je pense qu'on était à 20 au total. Fait que, disons que ça allait très bien, on n'a jamais eu de problème. On vient de sortir du lac des Neiges, j'ai fait une sortie interprovinciale, on était à 19 au total. Là, on peut voir que la demande, elle a grandi, vu que le noyau ici à Québec, là, il s'étend, parce qu'on est rendu avec des équipes qui travaillent à Terre-Neuve. À Saint-Jean-Terre-Neuve, il y a une douzaine de militaires qui se rencontrent de façon régulière. À Halifax, en Nouvelle-Écosse, il y a encore là, ça a commencé l'an passé. Justement, ce matin, je finalisais la mise sur pied d'une équipe pour le Sydney sur le Cap-Breton. Ça fait que là, tout de suite, là, à Nouvelle-Écosse, il va y avoir 2 équipes là, qui vont travailler. Il y a à Fredericton, plus précisément à Romocto, que là aussi, qu'il y a une demande. J'ai une équipe qui ont commencé cette année au mois de février. Puis lui-même, il me disait qu'il y a des demandes pour aller à Saint-John, puis un petit peu partout au Nouveau-Brunswick. Alors là, il s'agit de trouver du monde encore. Au Québec, on a la ville de Québec, la région de Québec qui fonctionne très bien. Je peux dire que dans la région de Québec, il y a à peu près présentement 30 monteurs permanents là, qui suivent, là, qui viennent de façon pratiquement régulière là, au montage libre, puis venir nous rencontrer. Montréal, dans la région de Montréal, on a une équipe qui travaille là. Ça, c'est plus difficile un peu, mais ça va venir que ça va se débloquer. Là, on travaille présentement sur l'Ontario. L'Ontario, là, j'ai des demandes au niveau de la région de Petawawa, jusqu'à la base de Petawawa, Ottawa même, dans le centre-ville d'Ottawa, puis dans le coin de Kingston. Ça fait que là, présentement, là, on est en train de travailler. Là, j'ai une personne là, qui travaille avec moi là, pour ouvrir à Kingston. Donc, la demande est là. La demande pour ce genre d'activité, pour briser l'isolement chez nos vétérans, faire en sorte qu'ils se retrouvent, c'est quoi l'élément qui revient le plus souvent lorsque ces gens-là terminent une activité comme celle des eaux curatives? C'est que, première des choses, nous autres, on n'est pas des thérapeutes. Ça, on va le dire. Je n'ai pas de psychologue, j'ai pas de physiothérapeute, j'ai pas de psychanalyste. On est tous du monde bien ordinaire, tous des anciens militaires. Mais c'est ça, vous avez vécu la même chose que... Oui. Alors, il y a un sens de camaraderie
qui se retrouvent là. Quand on était dans l'armée, on est en groupe tout le temps. On est tout le temps, on se tient, puis on... Fait que quand tu te retrouves, là, un coup que tu as fini ton service militaire ou que t'es pas mis au rencard, mais mis à la retraite obligatoire, question médicale, à un moment donné, tu te retrouves tout seul. Alors, nous autres, c'est une gang d'anciens militaires. C'est comme ceux qui font de la moto, c'est une gang d'anciens militaires. Alors, ils s'en viennent, parce qu'ils ne veulent pas faire de la moto, ils s'en viennent avec nous autres. Alors, il y a l'esprit de famille, l'esprit d'entraide, l'esprit de regroupement, de même histoire, de même base qui se retrouvent là. Est-ce que les gens qui participent à ces activités-là, nos anciens combattants, entre autres, ont l'impression d'être compris, d'être mieux compris? Jusqu'à un certain point, oui, parce que tout le monde a vécu la même expérience. Je peux dire que même s'il y en a des fois, là, c'est arrivé, puis on s'apercevait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En jasant entre nous autres, à un moment donné, oups, bon, mais je pense qu'on va aller, là, tu vois, là, on est au bout du rouleau, là, as-tu besoin d'un coup de main? Ben, comment tu vois ça? Ben, les signes que tu nous donnes, puis tout ça, ça fait que c'est arrivé qu'on a suggéré des gars d'aller voir comme justement de l'aide supplémentaire. Ça fait qu'on les a dirigés vers de l'aide supplémentaire. Puis on va s'occuper d'eux autres pareil, là, on va dire, on va s'informer de façon régulière. J'en ai un autre qui a eu une tentative de suicide. Dans le fond, vous jouez un peu le rôle d'un sentinelle aussi, là. Un peu le rôle de sentinelle. Puis on va essayer d'aider, on va se tenir au courant, disons, de ceux. Hey, as-tu vu un tel dernièrement? Non. As-tu eu des nouvelles d'un autre? Non. OK. Bon, ben, on essaie de voir, là. On a nos habitués qui viennent. Il y en a qui viennent voir, qui repartent, qui n'aiment pas ça. On ne peut pas tout. C'est correct. C'est correct. Mais quand le monde embarque avec nous autres, à un moment donné, on dirait qu'il se crée des liens. Puis c'est un programme dans le sens que c'est pas un programme obligatoire, c'est un programme dans le sens que nous autres, on a des étapes à suivre pour le cours de montage, après ça les cours de lancer, puis après ça c'est les sorties. Alors ce programme-là, nous autres, c'est pas juste une sortie, c'est être le guide, un aide, un mentor, puis d'appuyer la personne. Ça fait qu'on les suit. Il y en a qui ont besoin de plus d'aide que d'autres. Il y en a d'autres qui ont besoin de moins d'aide. Ça fait que c'est ça. Même, on a eu un physiothérapeute, un psychothérapeute qui est venu nous voir. Il dit, qu'est-ce que vous faites à mon gars? Je dis, pourquoi? Il dit, tabarouette, il dit, il sortait pas de chez eux, puis là, il est rendu qu'il sort, puis qu'il bouge, puis que on voit qu'il y a quelque chose qui l'entraîne. Ben, j'ai dit, il vient aux mouches, il vient faire des mouches, puis tout ça. Puis ce gars-là, juste avant l'été, avant qu'on parte, j'ai dit, hey, là, tu vas venir telle date. Ah, je peux pas, je m'en vais dans Mont-Valin. J'ai dit, je m'en vais travailler avec un de mes cousins dans Mont-Valin, puis tout ça. Ah, oui. Il dit, oui, j'ai son chalet, puis il veut travailler sur le chalet, puis tout ça, je m'en vais lui donner un coup de main, puis je vais aller à la pêche en même temps. Ben, vous voyez. Hein? Il dit, tu es capable? Ah, il dit, crème, depuis que je suis petite, j'ai dit, je prends moins de pelule. Bien, c'est ça, c'est que c'est sans arrêter les médicaments complètement, mais si on peut leur donner des activités pour qu'ils puissent sortir, se retrouver, oui. Bien, bravo. Mais justement, là, c'est beau ce que vous faites, c'est gratifiant, les vétérans sont au rendez-vous, mais comment on finance un organisme comme ça? Ça, c'est dur. Parce que les vétérans ne paient pas, là. Il n'y a pas de coût. Il n'y a pas de coût pour les vétérans. D'accord. Nous autres, ici à Québec, on a une très, très bonne relation, une excellente relation avec la Légion. La Légion ici à Québec, on a une excellente relation. Ils nous aident beaucoup. Pour ça, puis il y a pour moi, là, il y a eu aussi l'association du Royal 22e qui aide beaucoup aussi, qui m'aide beaucoup depuis quelques années. Disons, c'est pas toutes les années parce qu'il y a quand même, eux autres aussi, beaucoup de choses à donner. Mais quand ils sont capables, ils m'aident. Encore là, cette année, ils m'ont aidé pour justement là, apporter. Vu que moi, je ne fais pas la différence. Que ce soit un 22, que ce soit un artilleur, un blindé, tu as besoin d'un coup de main, tu t'en viens avec nous autres. Fait que on ne fait pas la différence.
pour la sortie que je viens de faire au Lac des Neiges, j'ai eu ce qu'ils appellent Wounded Warrior Canada. Eux autres m'ont donné un montant d'argent. Ensuite de ça, j'ai la Légion provinciale de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick qui m'ont donné des montants. Là, présentement, on est en train de travailler avec la Légion du Québec au niveau de provincial, de l'Ontario. Au niveau du fédéral, la Légion principale, elle nous reconnaît comme un programme pour les vétérans. Mais c'est de faire accepter les autres légions de oui, on est reconnu au niveau national, alors c'est à vous maintenant de faire vos devoirs, de nous reconnaître. On ne se fera pas d'illusions. Il y a beaucoup de légions que c'est des civils qui sont en charge de ça. Eux autres, il y en a qui ne voient pas la nécessité, il y en a qui ne comprennent pas la nécessité. Tu sais, c'est de les faire comprendre, de nous faire connaître. Il y a eu Mme Sonnet, Cathy Sonnet, je ne sais pas si vous connaissez, de Radio-Canada, elle m'a posé la question, elle dit comment ça se fait que vous n'êtes pas reconnu au niveau des anciens combattants, le bureau des anciens combattants. Là encore, c'est du travail de longue haleine. Tu n'arrives pas là avec ça, là, puis dire, hey, c'est moi, là, je m'appelle Dintel, puis je fais ça, ça, ça. Non, c'est du travail de longue haleine. C'est beaucoup de politique. Moi, je ne suis pas un gars de politique. Là, je suis en train de travailler justement pour nous bâtir une équipe au niveau national. J'espère réussir, là, parce que moi, je ne peux pas tout continuer tout seul. Là. Puis, être capable de rentrer au niveau politique, puis être reconnu. Si on est reconnu au niveau des anciens combattants, si on est reconnu au niveau des légions provinciales, ensuite de ça, ben le restant va aller tout seul. Ça va aller tout seul. Qu'est-ce qu'on fait présentement pour des fonds? Ben, on quête. On essaye de demander de l'aide un peu partout au niveau des branches, quelques légions, puis tout ça. À date, on s'est tiré, mais c'est pas facile. C'est-à-dire que il y a un besoin, mais les ressources financières ne sont pas au rendez-vous. Les ressources financières ne sont pas au rendez-vous. Si on prend au niveau si je fais un comparatif au niveau des États-Unis, eux autres, on est à peu près 10% plus petits. Mais on n'a même pas le 1% du montant qu'ils récoltent eux autres annuellement. Ils peuvent, au niveau des États-Unis, ils peuvent se permettre d'emmener du monde en Alaska à la pêche. Nous autres, on ne peut même pas se permettre de les emmener à l'Alaska. On peut se permettre de les emmener peut-être dans la forêt Montmorency ou dans le parc de Laurentides, mais c'est tout. Ils se permettent de pouvoir donner des cannes à pêche gratuites aux membres. Nous autres, on ne peut même plus le faire. On l'a fait une fois ou deux, mais on ne peut pas le faire présentement. C'est impossible parce qu'on n'a pas les argents pour ça. On lui donne quand même du matériel, on lui donne quand même des conseils et tout ça, mais tout ça pour pouvoir réussir, ben il faut tout le temps là, travailler pour avoir de l'argent, des fonds nécessaires. Et c'est quoi la prochaine étape pour cet organisme-là? C'est quoi votre prochain projet? Prochain projet, là, moi personnellement, mes projets, là, c'est de construire l'équipe nationale, puis faire accepter au niveau des provinces le concept. Mm-hmm. Là, j'ai des choses que je suis en train de finaliser, là, puis pour aller faire le tour, puis commencer à parler au niveau de différentes. Au niveau provincial, là, différentes, ce qu'on appelle les commandements provinciaux. Alors, je ne ferai pas tout le tour du Canada, là, parce que ça me coûterait une fortune de mes poches, parce que j'en ai déjà pas mal dans mes poches. Mais c'est de faire le tour, d'expliquer le programme comme il faut, de le faire connaître, de continuer à développer au niveau aussi du Québec, parce qu'il y a quand même, comme au Lac-Saint-Jean, qu'il y a des demandes qu'on essaie de trouver du monde présentement pour ouvrir un chapitre au Lac-Saint-Jean. J'ai des demandes au niveau ici au Québec, là, dans le coin de Sherbrooke, et tout ça. Ça fait, il y a Montréal, Sherbrooke, Lac-Saint-Jean, des grandes régions. Aussi, le Québec, on a plusieurs grandes régions, alors faut aller où ça prend plus de financement.
Fait que si le Québec qui s'enlève les doigts du nez et qui disent oui, on va vous aider, le Québec va être correct. Après ça, Nouvelle-Écosse, ça s'en vient. Nouveau-Brunswick, ça s'en vient. Puis l'Ontario, ça va s'en venir parce que j'ai eu des bonnes discussions avec le président de l'Ontario au niveau... ça fait que ça s'en vient, ça. En fond, c'est du moment où vous allez être reconnu comme programme officiel s'adressant aux vétérans. Oui. Ça devrait être plus facile. Ça devrait être plus facile. Parce que c'est bien beau de dire que, comme la Légion, il y a un programme qui dit on vient d'ouvrir un programme d'aide pour les vétérans qui ont le syndrome de post-traumatique. Mais il en parle, il n'y a aucune action qui s'est passée à l'heure actuelle. Fait qu'au niveau politique, je parle politique interne, ça paraît bien. Mais à un moment donné, ça va prendre des actions positives. Nous autres, on est là, on est prêts à embarquer et lui donner un coup de main, mais il faut se faire accepter par eux autres. Si tu n'es pas accepté... non, il faut être accrédité, il faut être reconnu. C'est ça. Et les gens qui nous écoutent, qui aimeraient avoir plus de renseignements ou encore qui voudraient faire un don, qui voudraient être partenaire financier de cet organisme-là, à quelle soit adresse un site Internet ou vos coordonnées? Oui, ils peuvent... Là, présentement, au niveau des dons, si vous faites un don, on ne peut pas émettre aucun reçu de charité. Je vais monter le mettre ça tout de suite. On est reconnu au niveau du Québec comme organisme à but non lucratif. Mais on n'est pas reconnu au niveau du gouvernement canadien comme organisme de charité en tant que tel. Fait que, il y a des compagnies qui pourraient peut-être seraient sûrement intéressées à donner des dons, mais quand tu ne peux pas arriver de donner un reçu officiel, les compagnies sont plus... je vais monter le dire tout de suite parce que je ne veux pas non plus créer de polémique. On travaille, ça c'est une autre chose qu'on travaille présentement au niveau national, parce qu'on peut juste avoir un numéro d'accréditation. Fait que là, on travaille là-dessus aussi. Là, j'ai quelqu'un qui travaille là-dessus pour être reconnu au niveau national. Qui est Projet Les Eaux curatives? Oui, projetlesocuratives.ca, si je me souviens bien. Puis en anglais, c'est projecthealingwaterscanada.ca. Fait que là, vous avez les coordonnées pour nous rencontrer. On a nos pages Facebook, autant canadiennes que québécoises. Puis ça, éventuellement, ça aussi, ça va être tout être tranquillement, là, ça va tout être s'en venir ensemble, dans le sens que ça va être plus facile de se retrouver. Là. Il va y avoir chacun des provinces vont avoir leur page agglomérée avec une page nationale. Fait que ça va être plus facile de se retrouver. Fait que pour les dons, ou si des fois, mettons, il y a des pourvoiries qui seraient intéressés à vous offrir un séjour, absolument. Ça, c'est la même affaire aussi. Absolument. Puis, ce qu'on va faire au mois d'octobre, novembre, on va être au salon de la pêche à la mouche à Trois-Rivières. On fait un petit peu de publicité là aussi. Puis là, encore là, on offre quelques petites affaires à vendre là, pour justement soit on a des mouches qui ont été montées par les militaires même, mais souvent c'est dans un salon de pêche à la mouche, ça fait qu'il y en a plusieurs qui sont déjà monteurs eux autres mêmes, ça fait que, mais quand même, il y en a plusieurs qui nous encouragent comme ça. Mais... il y a quand même une bonne reconnaissance au niveau dans le monde de la pêche, on est quand même reconnu pareil. Bien, M. Geffray, merci beaucoup. Au nom des vétérans, merci pour l'excellent travail, puis bon succès dans votre continuité. Bien, je vous remercie beaucoup, puis merci beaucoup de m'avoir reçu.